Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Accompagner la mort comme on accompagne une naissance. Écouter les personnes endeuillées, mesurer la perte et prendre soin. Dans une société où la mort est encore et toujours tabou, un métier vient tendre la main à celles et ceux qui sont dans le deuil, les Thanadoulas. Un mot qui mélange le dieu grec de la mort Thanatos et le mot doula, accompagnant, servant, en grec moderne. Alors comment apprend-on à aider son prochain face à la mort? Et ce métier vient-il pallier les manques de la société ou les carences du cercle familial? Regardez ce reportage de Pierre Pistoletti, on en parle juste après. Ouais, non, mais c'est sûr. Bonjour. Coucou. Coucou. Comment ça va? Bien, toi et toi? Oui. Coucou, Maminette. Plusieurs fois par semaine, Coralie quitte son village de Champagne, dans le Nord vaudois, pour se rendre à Valorbe. 1 heure de route pour retrouver sa maman malade et lui permettre de rester le plus longtemps possible à domicile. Anne-Catherine est atteinte de la maladie de Charcot, une maladie dégénérative incurable qui entraîne une paralysie progressive des muscles. Les pulsations, elles sont... Donc le cœur, il va un peu plus vite. Il y a trop de monde. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Et tu as mangé praline, hein? Non? Tu peux miauler. Mère de 2 enfants, enseignante et depuis quelques mois proche aidante, Coralie a choisi de solliciter une doula de fin de vie pour l'aider à traverser cette épreuve. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait un petit moment déjà qu'on ne s'est pas revus. Le mot doula, il vient de la Grèce antique, qui veut dire servante ou au service de. Donc on est vraiment dans la notion d'être au service de l'autre. La doula, elle a vraiment un rôle d'accompagnante. L'espace que je lui ai proposé, c'était vraiment un espace où elle a pu déposer ses larmes, déposer sa culpabilité, sa colère. Peut-être que ça sera le dernier Noël que vous faites ensemble. Comment ça s'exprime? La limite atteinte, parce que visiblement, il y a déjà eu des fois où vous avez atteint la limite. Alors Voilà. plutôt sa limite à elle, en fait. C'est pas vraiment la nôtre. La Ouais. nôtre, elle est sans limite. Enfin, clairement. Ouais. Nous, en fait, on est là et on s'adapte. Mais ma maman, sa limite, c'est souvent une limite physique, en fait. Elle a vraiment besoin aussi d'aller jusqu'au bout de C'est ça. chaque étape. Exact. Parce Bah, d'amener que son comme elle combat, va- en fait, jusqu'au bout. Enfin, clairement, elle Oui. ne peut pas baisser les bras. Enfin, pour elle, Ouais. c'est difficile, même si là, elle verbalise de plus en plus le fait qu'elle en a marre, quoi. Ouais. Je peux rien faire de ce que j'aime et ça me rend très fâchée. Les proches aidants sont souvent très démunis et ne savent pas toujours vers qui se tourner, ou des fois ont juste besoin qu'on les écoute et qu'on les aide à avancer sur leur chemin. Je dis toujours, on ne fait pas son deuil, on chemine avec. Moi, je ne suis vraiment pas là pour faire à la place des gens, mais pour mettre en lumière finalement toutes leurs ressources intérieures et leur potentiel. Ils savent le mieux ce dont ils ont besoin. Et moi, j'essaye toujours de les amener à se questionner à revenir à eux et à se questionner sur ce dont ils ont besoin. Et puis après, je les accompagne à trouver des actions ou je leur ouvre un monde de possibles. Voilà. Vanessa accompagne des personnes en fin de vie, mais la majorité des demandes proviennent de personnes endeuillées, confrontées à la mort d'un proche. Ces rencontres et les prestations qu'elle propose font l'objet d'un contrat. Selon les circonstances, l'accompagnement se déploie sur plusieurs mois, mais il arrive qu'il soit plus ponctuel, comme c'est le cas auprès d'Anne, qui a perdu son papa en juillet dernier. J'ai sollicité Vanessa parce que mon papa est atteint d'un cancer. Plusieurs années, on sentait que la situation se dégradait petit à petit. Et puis là venaient aussi des questions de ma fille. Et puis j'étais un petit peu sans ressources par rapport à ces questionnements de la mort et de l'après et de comment ça peut se passer. Donc j'ai fait appel à Vanessa pour nous accompagner dans cette démarche-là, en sentant un petit peu le vent tourner vers une direction qui n'était pas la bonne. Je pense qu'elle nous a permis de prendre les choses de façon plus terre à terre, en se disant, voilà, on sait
il y a une fin, on doit s'y préparer, on doit prendre peut-être un peu de recul par rapport à certaines choses. C'est pas un tabou, mais c'était pas un sujet où j'en parle facilement. Donc je pense qu'avec sa façon d'aborder les choses, de façon simple, pas dans le drame en fait, ça ouvre chez nous un autre état d'esprit. Des fois, quand tu penses à lui, ça te fait remonter le chagrin? Ouais. Ouais, c'est normal, ça va être comme ça encore un moment. Quand il y a des moments où tu as de la tristesse qui vient, est-ce que tu as des choses que tu fais ou des choses auxquelles tu penses qui font que tu te sens un petit peu mieux après? Bah, c'est surtout d'avoir mes doudous pour contrôler mon chagrin et puis mes parents aussi. C'est vraiment une démarche de rendre à l'autre son pouvoir d'action. En anglais, on dit empowerment. C'est vraiment ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans cet accompagnement pour que l'autre puisse reprendre une forme de contrôle, hein, que ce soit la personne en fin de vie, le proche aidant ou l'endeuillé, parce que c'est souvent ce qui est extrêmement pénible à vivre, c'est cette perte de contrôle, cette perte d'autonomie, cette perte de repères, et puis de pouvoir remettre ça en avant pour que la personne se sente dans la possibilité d'agir et de reprendre le dessus, et plus d'être dans le subir, mais dans l'agir. On avait aussi discuté d'autres choses, d'idées pour ton grand-papa, de ce que tu avais envie de faire avec lui ou pour lui. Tu te souviens? Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour lui alors? C'était un petit pot avec des messages et ce qu'on a fait, et puis il a pu toutes les lire, puis du coup ça me fait du bien, mais je les ai toujours. Tu les as gardés, bah c'est super. Est-ce que tu es d'accord de me montrer la boîte? Et dedans, il y a un peu tous les messages que je mets pour les trucs. Là, elle est remplie comme ça. Puis il y a plein de petits messages. Il y a par exemple celui-là. C'est « Je t'aime papa, ta fille ». Et puis toi, tu lui avais aussi écrit des petits mots? Oui, plein. Plein? Je t'aime je t'aime de tout mon cœur. C'est chou. C'est celui-là que j'aime bien, que ma maman a fait. Puis là, j'en ai fait, je sais pas combien, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de les faire. Mais j'en ai pas trop parlé avec les gens, que je trouvais que ça leur faisait un peu plus triste. Les doulas de fin de vie offrent du temps et une écoute bienveillante. Elles accompagnent la fin de vie de manière non médicalisée. Leur palette de prestations est variée, thérapie naturelle, relaxation, soutien spirituel, voire administratif. Une compagne de route, en somme, compatissante et sans jugement. C'est très subtil en fait. Je ne suis pas une amie, je ne suis pas une sœur, etc. Par contre, c'est important que je puisse créer un lien de confiance assez profond avec la personne pour qu'elle puisse se sentir suffisamment à l'aise et sécure avec moi et que le travail d'accompagnement puisse se faire. Mais c'est important aussi de maintenir une forme de distance qui fait que la personne peut bénéficier du fait que je ne suis pas impliquée émotionnellement, que je ne fais pas partie du cercle familial qui est impliqué émotionnellement. Je reste dans une position où elle sait qu'elle peut partager avec moi des choses qu'elle ne peut pas forcément partager avec son entourage. La mort, je ne sais pas ce qu'il y a après. J'ai un certain nombre de croyances que parfois je partage, parfois, à moins qu'on me demande, je les garde pour moi justement pour rester dans une forme de neutralité, dans la part de non-jugement qu'il doit y avoir dans le type d'accompagnement qu'une doula de fin de vie offre. C'est vraiment important de considérer et de respecter autant quelqu'un qui est convaincu qu'il n'y a absolument rien après et puis voilà, ça lui convient très bien comme ça, que quelqu'un qui imagine toutes sortes d'autres choses. C'est vraiment à respecter. D'accord. Alors, je te dis un coup de vent samedi matin.
avec les bricelets. Merci Cécile. Moi, je me suis rendu compte que de toute façon, j'allais perdre ma maman et que du coup, c'était important de déjà cheminer en fait vers ce deuil. En fait, pour moi, c'est déjà faire mon deuil, mais en fait un peu avant. Enfin, je ne sais pas comment expliquer vraiment, mais me préparer à cette séparation en fait. C'est clair que si on est tout le temps dans la tristesse, tout le temps dans penser qu'à la maladie et puis rester bloqué là-dessus, ben voilà, disons que les moments qu'on partage, ils seraient tout le temps extrêmement difficiles. Et puis elle n'a pas besoin de ça. Finalement, la maladie, elle est déjà là, elle le sait, c'est déjà extrêmement douloureux pour elle. Et je pense qu'il y a besoin de ces moments où on rigole. Ah, ok. Je mettrai mes patins à glace. Entre guillemets, parfois même, on se moque d'elle, voilà, mais elle le prend avec humour et je crois que ça fait beaucoup de bien parce qu'on a besoin de ça. Et voilà, chez Vanessa, c'est pareil, il y a des moments où je pleure, où voilà, c'est difficile, c'est compliqué, mais il y a aussi beaucoup de moments où on rigole parce que parfois la situation, elle est tellement rocambolesque, parfois qu'en fait on n'a pas le choix d'en rire, quoi. Et je crois que c'est important. Tu veux que je t'aide à emmener dans... Pardon. Ah non. De se rendre compte que des fois, voilà, rire, ça fait vraiment du bien. Et que dans tous les cas, que ce soit les larmes ou la joie, il faut pouvoir se laisser s'exprimer, en fait. Bonjour Rosette Poletti, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes infirmière, docteur en sciences de l'éducation, écrivaine, théologienne et spécialiste de l'accompagnement au deuil. Et vous accompagnez aussi les lecteurs du Matin Dimanche depuis 1987 avec votre chronique Sagesse. Alors on a entendu dans le reportage Rosette Poletti ce drôle de mot de doula, un mot qui veut dire accompagnatrice, accompagnante, servante. On l'utilise d'ordinaire pour les naissances, pour les accouchements. Là, on l'utilise pour la mort. Est-ce que ça veut dire que, dans une certaine mesure, on accouche de la mort comme on accouche de la vie ? On pourrait dire ça. Moi, je vois quand même d'assez grosses différences. Ce qui est essentiel reste, en effet, c'est la capacité de présence, la capacité d'attention dans cet accompagnement, aussi bien pour la naissance que pour la mort. Mais la mort est quelque chose de beaucoup moins planifiable que la naissance. C'est un processus qui est unique à chaque personne et qui, en fait, se déroule vers quelque chose qui est de l'ordre d'un mystère. On ne sait pas où va cette personne. Elle va où elle croit qu'elle va, finalement. Et c'est vrai que c'est un processus peut-être plus difficile parce qu'il touche toutes les personnes qui sont autour, qui ne vont pas s'attendre à une nouvelle vie, à de la joie, mais à devoir faire face à la mort, à l'absence, etc. Donc c'est vrai que la base et les qualités essentielles restent pareilles, mais le voyage est différent. Bonjour Alex Knopp-Burnand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes thanatologue et vous avez fondé l'association Deuil, Deuil''S. Alors on a vu ces endeuillés dans le reportage qui se retrouvent face à cette énigme dont parlait Rosette Poletti, l'énigme de la mort. Ils se retrouvent peut-être un peu seuls. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut parler de faillite de la société, de faillite même de notre modernité face à cette énigme-là de la mort ? Je ne sais pas si on peut parler de faillite. Moi, je ne parlerais pas de faillite. Je parlerais d'évolution, pas forcément positive ou négative d'ailleurs, mais d'une situation qui n'est plus la même, avec justement un manque alors de ce qui existait avant. Ce n'était pas forcément mieux avant. Je pense qu'il ne faut pas être nostalgique d'avant. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une solitude aujourd'hui qui n'est pas la même que celle qui était vécue avant. Il y a surtout une responsabilité énorme qui est posée sur les épaules de l'individu.
puisqu'au fond, maintenant, on va devoir décider soi-même de tout ce qui va se passer, de tout ce qu'on va faire, avec une société qui a des impératifs de bonheur, de réussite. On doit réussir sa mort, c'est quand même une catastrophe. Et on doit même traverser son deuil, on doit le faire en un temps organisé. Le DSM, c'est quoi aujourd'hui? C'est 5 semaines. Qu'est-ce que c'est le DSM? C'est le disease illness, c'est le temps... Enfin, c'est tu sais mieux que moi, le DSM. Oui, c'est une liste de tous les troubles psychologiques ou psychiatriques. Qui sont censés durer un certain temps, et puis chaque année, ou tous les 2 ans, quand ce DSM est fait, c'est américain et c'est mondial. Mais juste pour que je vous comprenne bien, Alex Noburdnan, ça veut dire, au fond, qu'aujourd'hui, vous parlez d'individus, d'une forme de solitude, c'est-à-dire que la société a évolué vers cet individualisme-là, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Le groupe était primordial? Juste pour terminer avant, le DSM va établir une certaine durée au-delà de laquelle le deuil devient pathologique. C'était pour répondre à la question d'avant. Aujourd'hui, la société va normaliser les choses, ce qui est un énorme problème puisque l'individu ne sait pas qui il est. C'est peut-être ça qui est nouveau aujourd'hui. La société traditionnelle balisait les choses, pas en tant que DSM, mais en tant que rite. Les choses avaient une durée, elles étaient organisées et le clan était là pour que ça soit respecté. Aujourd'hui, l'individu est le seul à établir sa propre norme. Et s'il y a un endroit où c'est impossible à faire, c'est bien le deuil. Je vous entends, je vous vois, Rosette Poletti, opiner du chef. Vous avez été sur le terrain, vous êtes infirmière, vous êtes aussi formatrice de Tana Doula. Concrètement, qu'est-ce que fait une Tana Doula, ou peut-être quelles sont les qualités dont une Tana Doula a besoin? Alors, ce qu'elle fait, là, on a vu dans ce sujet un aspect du travail de la Tana Doula, qui est l'accompagnement au deuil. À l'origine de la Tana Doula, qui a été d'abord créée dans les pays anglo-saxons, suite au fond à cette individualisation de la société dont parlait Madame, c'est vrai que la Tana Doula, elle est spécialement préparée pour aider la personne dans les moments qui précèdent la mort et au moment de la mort. Et au fond, là, elle permettrait peut-être à des personnes de rester à la maison et de mourir à la maison, alors qu'actuellement, c'est impossible parce que, justement, les familles sont mobiles, les enfants sont peut-être à des milliers de kilomètres. Il n'y a pas ce réseau et tous ces gens qui étaient là peut-être plus souvent il y a quelques décennies. Mais alors, je vous pose la question que j'ai posée à Alex Noburdnan. Est-ce qu'on peut parler de faillite de la société moderne contemporaine? Je suis aussi d'accord avec l'idée que c'est une évolution. Je veux dire, les appartements sont plus petits, on doit chercher du travail loin de chez soi. Les familles sont monoparentales ou avec un enfant ou 2. Enfin, ça s'est tellement changé, ça a évolué en 40-50 ans. C'est vrai que c'est une évolution. Alors, elle a des côtés, elle a de bons côtés, elle a des côtés plus problématiques. Et au fond, la doula participe à tenter de remplir cette faille-là. Donc il y a une faille, malgré tout. Faille ne veut pas dire faillite, forcément. C'est juste. Alex Noburdnan, vous êtes thanatologue. Qu'est-ce que c'est la différence entre une thanatologue et une Tana Doula? Je ne suis pas sûre qu'il y ait tellement de différence. Moi, je suis plutôt dans la formation, dans l'accompagnement beaucoup plus concret. Je ne suis pas là pour accompagner les personnes à la mort, mais pour donner des outils très concrets. Au fond, ce qu'on fait, ce que Rosette fait, ou ce que nous faisons dans notre association, ou ce que la doula fait, c'est des choses qui se faisaient avant, on va dire, mais qui étaient prises en charge par le clan. Maintenant, avec l'individualisation, on est confronté à des problématiques que la personne elle-même ne connaît pas au moment de... Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Le moment du deuil, enfin le moment de la mort et puis qui suit le moment du deuil, on découvre des côtés de soi. C'est une expérience qu'on fait tous, qu'on a tous fait, que moi j'ai faite aussi. Et puis c'est là que j'ai vu que j'avais beaucoup d'outils théoriques, mais il me manquait des choses que dont j'ignorais avoir besoin. C'est pour ça que cette association, en tout cas, a vu le jour. C'est
c'est-à-dire permettre à la personne qui éprouve ce changement complet de pouvoir avoir à sa disposition des gens qui font de l'accompagnement, qui font des rites, qui proposent des choses beaucoup plus spécifiques qu'avant, dont on n'avait pas besoin. Mais vous êtes une conteuse bien connue en Suisse romande. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à devenir thanatologue? C'est de découvrir tous les contes autour de la mort. Et puis de me rendre compte, et c'était grâce à la formation que j'ai pu faire avec Rosette d'ailleurs, de découvrir l'imaginaire, que l'imaginaire a des choses à dire beaucoup plus facilement dissibles que de la réalité où l'imaginaire, le conte, c'est parfait, c'est pas vrai. Du coup, on peut avoir du plaisir à l'écouter. Et puis c'est une occasion de pouvoir placer le mot mort dans un contexte plus... voilà. C'est comme ça que c'est parti, je voudrais juste dire. Rosette Poletti, je vous vois encore une fois acquiescer quand elle dit on peut placer... quand Alix Noburnand dit on peut placer le mot mort, ça veut dire qu'il y a peut-être un tabou aujourd'hui dans notre société autour de cette... Oui, parce qu'on a trouvé toutes sortes de termes pour dire il est décédé, il a été enlevé. Et je me rends compte que c'est tellement important d'utiliser le mot et de faire face à cette réalité que tous vont confronter. Et voilà, et je me rends compte par exemple que les enfants l'acceptent très bien. Ils comprennent, ou bien en tout cas ils peuvent faire référence à une expérience qu'ils ont eue d'enterrer un petit oiseau, etc. Et ce sont les adultes qui ont mis toutes ces protections pour surtout ne pas y penser. On n'y pense surtout pas, Alix Noburnand. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être séparés? Alors, on a peur d'être séparés. Surtout, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Ouais. On n'a pas grand-chose à dire sur le sujet, parce que personne n'est revenu nous raconter d'abord comment c'était après. On est dans une déritualisation complète, dans une déchristianisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais au fond, on a tout ce qu'on, entre guillemets, tout ce à quoi on pouvait s'attendre ou ce sur quoi on pouvait s'appuyer avant n'est plus là, ce qui n'est pas forcément un mal d'ailleurs. Et du coup, on est confronté à la seule véritable question qui n'a pas de réponse, et c'est le réel. Donc c'est très angoissant ça. On ne peut pas savoir plus que ce qu'on est en train de vivre au moment où ça se passe. Donc ça, on préfère employer des mots agréables comme il s'est endormi, ne s'est pas réveillé. Ça, il vaudrait mieux pas, d'ailleurs. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas? Oui, il vaudrait mieux pas. Parce que si on dit à un gosse, il s'est endormi, et qu'ensuite on lui dit, mais enfin, dors, il peut se dire, mais si je ne me réveillais pas comme grand-père... Qu'est-ce qui me garantit que je vais me réveiller vu que le grand-père s'est réveillé mort? Oui. Juste, est-ce que c'est finalement, on n'a pas tous en commun? Est-ce que ça ne fait pas partie de notre humanité par essence d'avoir peur de la mort? Est-ce que c'est pas ce qui nous fait... Et moi, j'insiste en disant c'est un progrès. L'homme, traditionnellement, avant les cavernes, n'avait pas peur de la mort au sens qu'il n'était pas capable d'anticiper ça. C'est un énorme progrès, cette peur de la mort. C'est ce qui a fait naître la culture, les contes, les rites, les croyances. Sans cette crainte de la mort, on serait en train de... Qu'est-ce qu'on serait en train de faire, Rosette? On serait en train d'aller chercher notre pitance et de chasser, avant d'être chassé. Rosette Poletti, on doit finalement ne pas avoir peur de la mort, vu que ça fait partie de nous. Il ne faut pas chercher à l'apprivoiser, cette énigme-là. L'apprivoiser, ça n'enlève pas le fait qu'on la craint. Et je crois que c'est bien qu'on en ait peur. Ça nous permet de prendre des précautions, ça nous permet de faire attention à toutes sortes de choses dans la vie, mais... Je crois que petit à petit, puis on se rend compte, moi j'ai beaucoup affaire à des gens plus âgés maintenant, ils l'apprivoisent doucement, et puis tout en la craignant peut-être, mais ils l'apprivoisent, et puis ça fait partie de la vie, quoi. Ce métier-là, Rosette Poletti, de Thanadoula, être thanatologue, c'est un accompagnement, on l'a vu, c'est un accompagnement qui n'est pas médicalisé, qui est pas, ce ne sont pas des psychologues ni des psychiatres. Au fond, est-ce que tout le monde peut devenir Thanadoula? Est-ce qu'il y a des écoles de Thanadoula? Comment ça se passe? Oui, il y a des formations. Là, il y a une formation romande, entre autres, pour les Thanadoulas. C'est très développé dans les pays anglo-saxons, mais ça vient petit à petit chez nous. Là, ça a commencé. Il y a une vingtaine de personnes qui vont terminer au mois de mars. Ce sont des gens qui suivent une formation et qui ont... Souvent ici, ils ont déjà une expérience ou dans des domaines de soins ou dans des domaines annexes et qui se forment à
à accompagner à offrir une présence, une bienveillance et aussi, quand il s'agit d'accompagner la personne dans les derniers moments de sa vie, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont cette capacité d'offrir de la tendresse et et une qualité de présence qui est tellement nécessaire à ce moment-là. Donc, il faut qu'elles aient ce goût et cette capacité intérieure d'être là pour l'autre et de penser à l'autre quand elles sont avec cette personne. Une forme de compassion? Oui. Moi, je utilise ce terme, cette capacité de compassion, d'empathie, puis de compassion. Ouais. Et quelqu'un qui est là et qui n'a pas peur. Voilà. C'est vraiment le guide, le passeur. C'est dans ce sens-là la coucheuse. De quelqu'un qui voit, qui sait, qui dit qu'il n'a pas peur de ce qui est en train de se passer et qui balise la route. Ça, je pense que c'est qui n'a pas peur de ce qui est en train de se passer. Mais donc, Alix Noburnand, vous accompagnez aussi des gens qui font appel à Exit, qui choisissent le moment de leur mort. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un accompagnement particulier dans ce cas-là? Alors, c'est un gros sujet, ça. Pour reprendre la question du début, c'est comme un accouchement provoqué. Il y a quelque chose qui se décide, il y a un rendez-vous, ce qui est vrai qu'il y a quelque chose de complètement particulier et paradoxal. C'est un sujet en soi. Exit, simplement, la personne, à ce moment-là, le prépare de la même façon qu'elle préparerait. Mais simplement, il y a la notion du rendez-vous. Donc, il y a une violence et une brutalité objective, qui n'est pas un jugement que je dis là, avec lequel il faut compter. La date est là, d'une certaine façon. Jusqu'au dernier moment, ils peuvent d'ailleurs la changer, mais au fond, on fait la même chose qu'avec des gens qui se préparent à leur propre. Dire au revoir à ce qui est fini, c'est au fond ça le travail à faire la paix. Vous aussi, Rosette Poletti, c'est des cas que vous avez connus? Oui, enfin, on peut imaginer tout à fait une doula qui accompagne aussi dans ces situations-là, si elle est bien avec ça, si tout est clair. Et ça peut être aussi... je dirais pas forcément violent dans certaines circonstances, parce que la personne peut avoir tellement bien organisé ça. Moi, j'ai vécu une fois avec quelqu'un où il y a eu une prière au dernier moment. On a tous dit notre Père ensemble au dernier moment. C'était... Voilà, c'est pas toujours comme ça, mais c'est une possibilité. Ce qui compte, c'est comment la personne le vit, comment elle l'a préparé et qu'est-ce qui est juste pour elle. Je vous entends parler de notre Père, de prière, Rosette Poletti. Est-ce que pour vous, quand on croit à une vie après la mort, est-ce que c'est plus facile de se préparer à ce moment-là ou pas du tout? Quand on est croyant ou pas croyant? Ça dépend quelle croyance. Ça dépend ce qu'on imagine dans sa croyance. Et Madame Kubler-Ross, avec qui j'ai eu la chance de prendre des cours, elle disait toujours... ça dépend en quel Dieu on croit. Je veux dire, il y a des gens chez qui ça renforce la peur de l'enfer, je sais pas quoi. Puis il y a des gens qui ont une croyance en une sorte d'amour qu'ils retrouveront, etc. Et pour eux, ça facilite le processus de la mort. Donc c'est personnel. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau pour parler de cette question importante. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou bien sûr nous écrire sur nos réseaux sociaux.